Lorsque le plus grand homme, celui qui a rendu le plus de service à son pays, meurt, le premier sentiment qu'on éprouve est d'en être satisfait. C'est un poids dont on est dégagé. Cela met en mouvement toutes les ambitions. On le pleurera peut-être un an après, lorsque des troubles déchireront la patrie. Mais dans le premier mouvement, on ne le regrettera pas. Signé Napoléon. Lui seul vit, au début de 1821, que la mort approchait. Des mois, il la regarda venir. Il l'accueillait même en libératrice. Le 12 avril, il commença à dicter à Montholon ses dernières volontés. Ce célèbre testament qui révèle chez le mourant une incroyable persistance de toutes les facultés. Mémoire, intelligence, volonté et cœur. Ce jour d'huit, 15 avril 1821, à Longwood, île de Sainte-Hélène. Ceci est mon testament ou acte de ma dernière volonté. Je meurs dans la religion apostolique et romaine, dans le sein de laquelle je suis né, il y a plus de 50 ans. Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. J'ai toujours eu à me louer de ma très chère épouse Marie-Louise. Je lui conserve jusqu'au dernier moment les plus tendres sentiments. Je la prie de veiller pour garantir mon fils des embûches qui environnent encore son enfance. Je recommande à mon fils de ne jamais oublier qu'il est né prince français et de ne jamais se prêter à être un instrument entre les mains des triumvirs qui oppriment les peuples de l'Europe. Il ne doit jamais combattre ni nuire en aucune autre manière à la France. Il doit adopter ma devise « Tout pour le peuple français ». Je meurs prématurément, assassiné par l'oligarchie anglaise et son sicaire. Le peuple anglais ne tardera pas à me venger. Les deux issues si malheureuses des invasions de la France, lorsqu'elle avait encore tant de ressources, sont dues aux trahisons de Marmont, Augereau, Talleyrand et Lafayette. Je leur pardonne. Puisse la postérité française leur pardonner comme moi. Je remercie ma bonne et très excellente mère, le cardinal, mes frères Joseph, Lucien, Jérôme, Pauline, Caroline, Julie, Hortense, Catherine, Eugène, de l'intérêt qu'ils m'ont conservé. Je pardonne à Louis, le libelle qu'il a publié en 1820. Il est plein d'assertions fausses et de pièces falsifiées. Je désavoue le manuscrit de Sainte-Hélène et autres ouvrages sous le titre de Maximes, sentences, etc. que l'on ne sait plus à publier depuis 6 ans. Ce ne sont pas là les règles qui ont dirigé ma vie
j'ai fait arrêter et juger le duc d'Enghien parce que cela était nécessaire à la sûreté, à l'intérêt et à l'honneur du peuple français lorsque le duc d'Enghien entretenait de son aveu 60 assassins à Paris. Dans une semblable circonstance, j'agirai encore de même. Le 20 avril, il pria Montholon d'appeler près de lui un prêtre corse qu'on lui avait envoyé, l'abbé Vignali. Il causa 1 heure avec lui. Il montrait maintenant beaucoup de calme. Je lègue à mon fils les boîtes, ordres et autres objets tels qu'argenterie, lits de camp, armes, sel, éperons, vases de ma chapelle, livres, linge qui a servi à mon corps et à mon usage. Je désire que ce faible legs lui soit cher, comme lui retraçant le souvenir d'un père dont l'univers l'entretiendra. Je lègue à Lady Holland le camée antique que le pape Pie VI m'a donné à Tolentino. Je lègue au comte Montholon 2 millions de francs comme une preuve de ma satisfaction des soins filiaux qu'il m'a rendus depuis 6 ans, et pour l'indemniser des pertes que son séjour à Sainte-Hélène lui a occasionnées. Je lègue au comte Bertrand 500 000 francs, je lègue à Marchand, mon premier valet de chambre, 400 000 francs. Les services qu'il m'a rendus sont ceux d'un ami. Je désire qu'il épouse une veuve, une sœur ou une fille d'un officier ou d'un soldat de ma vieille garde. À Saint-Denis, 100 000 francs, Archambault, 50 000 francs, à Coursault, 25 000 francs, idem à Chandelier. À l'abbé Vignali, 100 000 francs. Je désire qu'il bâtisse sa maison près de Ponte Nuovo, dit Rostino. Idem au comte Lascaz, 100 000 francs. Idem au comte Lavalette. Idem au chirurgien en chef Larrey. C'est l'homme le plus vertueux que j'ai connu. Ce serait dommage de ne pas mourir après avoir si bien mis ordre à ses affaires, disait-il à son valet de chambre, Marchand. Il semblait parfois pousser jusqu'à la gaieté sa sérénité. Idem au général Cambronne, 100 000 francs. Idem aux enfants du général Mouton du Vernet. Idem aux enfants du brave l'abbé Douaillère. Idem aux enfants du général Girard, tué à Ligny. Idem au colonel Marbeau, 100 000 francs. Je l'engage à continuer à écrire pour la défense de la gloire des armées françaises et à en confondre les calomniateurs et les apostats. Idem au baron Bignon. Je l'engage à écrire l'histoire de la diplomatie française de 1792 à 1815. Idem à Poggi di Talavo, idem au chirurgien Emery. Ces sommes seront prises sur les 6 millions que j'ai placés en partant de Paris en 1815 et sur les intérêts à raison de 5% depuis juillet 1815. Les comptes en seront arrêtés avec le banquier par les comptes Montholon, Bertrand et Marchand. Tout ce que ce placement produira, au-delà de la somme de 5 600 000 francs dont il a été disposé ci-dessous, sera distribué en gratification aux blessés de Waterloo et aux officiers et soldats du bataillon de l'île d'Elbe, sur un état arrêté par Montholon, Bertrand, Drouot, Cambronne et le chirurgien Larrey. Ces legs, en cas de mort, seront payés aux veuves et enfants, et au défaut de ceux-ci, rentreront à la masse. La journée suivante fut affreuse, la nuit du 4 au 5 mai. Tous les serviteurs restèrent autour de lui. Maintenant, il balbutiait. À un moment, on distingua les mots. France, mon fils. Armée. Tête d'armée. Joséphine.
Ce furent ses dernières paroles. Je lègue mon domaine privé, moitié, aux officiers et soldats qui restent de l'armée française qui ont combattu depuis 1792 à 1815 pour la gloire et l'indépendance de la nation, et moitié aux villes et campagnes d'Alsace, de Lorraine, de Franche-Comté, de Bourgogne, de l'Île-de-France, de Champagne, Forez, Dauphiné, qui auraient souffert par l'une ou l'autre invasion. Il sera de cette somme prélevé 1 million pour la ville de Brienne et 1 million pour celle de Méry. J'institue les comtes Montelon, Bertrand et Marchand, mes exécuteurs testamentaires. Ce présent testament, tout écrit de ma propre main, est signé et scellé de mes armes. Signé Napoléon. L'âme se débattait. Les hoquets de l'agonie étaient terribles. À 5 heures du soir, au moment où le soleil, au couchant, se noyait dans l'océan, un coup de canon fut tiré, qui devait de Longwood annoncer à Hudson Lowe que l'homme n'était plus. Un léger soupir, une sueur froide, et le grand empereur était devant le grand juge. Dans son mémorial, Lascaz écrit « À ce moment-là, je me trouvais en Belgique. En ouvrant le journal Le Moniteur, je trouvais l'annonce fatale. Bien qu'elle ne pût me surprendre, qu'elle fût depuis longtemps certaine à ma raison, je n'en demeurai pas moins frappée, saisie comme d'un événement inattendu qui n'eût jamais dû arriver. Le lendemain, je reçus une lettre de Londres, avec des détails circonstanciés. Et cette lettre se terminait, disant « C'est le 5 mai, vers les 6 heures du soir, à l'instant même où le coup de canon annonçait le coucher du soleil, que sa grande âme a quitté la terre. » Près de Napoléon et par son impulsion même, j'avais pris l'habitude de tenir registre de chacun de mes jours. Alors je courus, comme on se l'imagine, chercher avec empressement le 5 mai pour savoir où j'étais, ce que je faisais, ce qui m'arrivait à l'instant fatal. Et que trouvai-je? Orage subit. Abri sous une grange. Terrible éclat de tonnerre. C'est que me promenant vers le soir, à cheval dans la campagne et par un temps superbe, il survint tout à coup un de ces orages d'été tellement forts que je me fis forcer de me réfugier à cheval sous une grange. Et là éclata un si violent coup de tonnerre que je le crus tomber à mes côtés. État joint à mon testament. Longwood, île de Sainte-Hélène, ce 15 avril 1821. Les vases sacrés qui ont servi à ma chapelle de Longwood, je charge l'abbé Vignali de les garder et de les remettre à mon fils quand il aura 16 ans. Mes armes, savoir mon épée, celle que je portais à Austerlitz, le sabre de Sobieski, mon poignard, mon glaive, mon couteau de chasse, mes 2 paires de pistolets de Versailles, mon nécessaire d'or, celui qui m'a servi le matin d'Ulm, d'Austerlitz, d'Iéna, d'Eylau, de Friedland, de l'île de Lobo, de la Moskova et de Montmirail.
Sous ce point de vue, je désire qu'il soit précieux à mon fils. Le comte Bertrand en est dépositaire depuis 1814. Je charge le comte Bertrand de soigner et conserver ces objets et de les remettre à mon fils quand il aura 16 ans. Au bruit de la mort de Napoléon, on doit le dire, ce ne fut partout qu'un seul cri, un même sentiment, dans les rues, dans les boutiques, sur les places publiques, les salons même témoignèrent quelque chose. Les cabinets seuls se montrèrent insensibles. Mais après tout, c'était naturel. Ils respiraient enfin à leur aise. Pendant sa vie, au temps de sa puissance, Napoléon avait été assailli de pamphlets, de libelles. À sa mort, on fut inondé de productions à sa louange. Ce furent partout et de toutes parts des compositions en prose et en vers. Ô Corse à cheveux plats, que ta France était belle au grand soleil de Messidor. C'était une cavale indomptable et rebelle, sans frein d'acier, ni rêne d'or. Une jument sauvage, à la croupe rustique, fumant encore du sang des rois, mais fière, et d'un pied fort heurtant le sol antique, libre pour la première fois. Tu parus, et sitôt que tu vis son allure, ses reins si souples et dispos, dompteur audacieux, tu pris sa chevelure et tu montas beauté sur son dos. Alors, comme elle aimait les rumeurs de la guerre, la poudre, les tambours battants, pour chant de course, alors tu lui donnas la terre et des combats pour passe-temps. Des peintures, des portraits, des tableaux, des lithographies et 1000 petits objets plus ou moins ingénieux. Un curé sur les bords du Rhin, dont le lieu avait reçu quelques biens particuliers de l'empereur, assembla ses paroissiens et les fit prier pour leur ancien bienfaiteur. Dans une grande ville de Belgique, un grand nombre de citoyens souscrivirent pour un service funèbre solennel. Alors se vérifièrent ces paroles, que je lui avais souvent entendu répéter. Avec le temps, rien ne sera beau, ne frappera l'attention comme de me rendre justice. Je gagnerai chaque jour dans l'esprit des peuples. Mon nom deviendra l'étoile de leurs droits. Il sera l'expression de leurs regrets. 3 petites caisses d'acajou contenant la première, 33 tabatières et une bonbonnière. La deuxième, 12 boîtes aux armes impériales, 2 petites lunettes et 4 boîtes trouvées sur la table de Louis XVIII aux Tuileries le 20 mars 1815. Et la troisième, 3 tabatières ornées de médailles d'argent à l'usage de l'empereur et divers effets de toilette, mes lits de camp, dont j'ai fait usage dans toutes mes campagnes, ma lunette de guerre, mon nécessaire de toilette, un de chacun de mes uniformes, une douzaine de chemises et un objet complet de chacun de mes habillements, et généralement de tout ce qui sert à ma toilette, mon lavabo, une petite pendule qui est dans ma chambre à coucher de Longwood, mes 2 montres et la chaîne de cheveux de l'impératrice. Je charge Marchand, mon premier valet de chambre, de garder ces objets et de les remettre à mon fils lorsqu'il aura 16 ans. Un père de la Grande-Bretagne, à peu de temps de là, disait au Parlement que les personnes mêmes qui détestèrent ce grand homme ont reconnu que depuis 10 siècles, il n'avait point paru sur la terre un caractère plus extraordinaire. L'Europe entière a porté le deuil du héros, et ceux qui ont contribué à ce grand forfait sont voués au mépris des générations présentes. 2 professeurs allemands ont élevé un monument à sa mémoire, avec quelques inscriptions, indiquant qu'avec lui tombe un voile funèbre sur les droits des peuples et la course ascendante de la civilisation. Nos écrivains ont défendu sa mémoire, nos poètes l'ont célébré, et nos orateurs, dans la tribune législative, ont proclamé tout haut l'attachement qu'il lui avait porté.
mon médaillé, mon argenterie et ma porcelaine de Sèvres dont j'ai fait usage à Sainte-Hélène. Je charge le comte Montelon de garder ces objets et de les remettre à mon fils quand il aura 16 ans. Mes 3 selles et brides, mes éperons qui m'ont servi à Sainte-Hélène, mes fusils de chasse, au nombre de 5. Je charge mon chasseur Noveras de garder ces objets et de les remettre à mon fils quand il aura 16 ans. 400 volumes choisis dans ma bibliothèque parmi ceux qui ont le plus servi à mon usage, je charge Saint-Denis de les garder et de les remettre à mon fils quand il aura 16 ans. Rapport d'autopsie. Longwood, Sainte-Hélène, 6 mai 1821. Rapport sur l'aspect du corps de Napoléon Bonaparte après dissection. À première vue, le corps semblait très gros, ce que confirma la première incision, qui fit apparaître une épaisseur de graisse de plus d'1 pouce sur le sternum et de plus d'1,5 pouce sur l'abdomen. Le cœur était de taille normale, mais couvert d'une épaisse couche de graisse. À l'examen, l'estomac s'est révélé être le siège d'une maladie avancée. En séparant les 2 viscères, on a découvert à 1 pouce du pylore un ulcère qui avait gagné toute l'épaisseur de la paroi de l'estomac, suffisant pour laisser passer le petit doigt. La surface interne de l'estomac était presque entièrement atteinte par le cancer. Il ne sera vendu aucun des effets qui m'ont servi. Le surplus sera partagé entre mes exécuteurs testamentaires et mes frères. Marchand conservera mes cheveux et en fera faire un bracelet avec un petit cadenas en or pour être envoyé à l'impératrice Marie-Louise, à ma mère et à chacun de mes frères, sœurs, neveux, nièces, au cardinal, et un plus considérable pour mon fils. Marchand enverra une de mes paires de boucles à souliers en or au prince Joseph, une petite paire de boucles en or à jarretière au prince Lucien, une boucle de col en or au prince Jérôme. Il fut enterré dans un paisible vallon. Mais là-haut, ayant refusé de laisser graver sur la pierre le titre d'empereur, la dalle resta blanche. Ici, J. Point de nom. Demandez à la terre. Écrira plus tard Lamartine.